Le message s'affichait sur l'écran du téléphone de Finlay comme un signal d'alarme dans le noir. Église Saint-Gilles, UPM. Il faut que tu vois ça. Pas de nom, pas d'explication. Juste ces mots. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait le volant, regardant à travers le pare-brise strié de pluie les invités bien habillés entrer dans le vieux bâtiment en pierre, de l'autre côté de la rue. Finlay était assise, garée en face de l'église, le cœur battant la chamade. Son mari, Corbin, lui avait dit qu'il était en déplacement professionnel à Denver. Son agenda l'indiquait. Sa secrétaire le confirmait. Sa réservation d'hôtel le confirmait. Et pourtant, elle était là, à Boston, devant une église où elle n'avait pas mis les pieds depuis son mariage, s'est rencontrée la message d'un inconnu, mais qui en savait visiblement trop. « C'est dingue », se murmura-t-elle. Malgré tout, elle chercha ses lunettes de soleil, celles qu'elle portait pour ne pas être reconnue. Elle sortit de la voiture, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. Chaque pas lui donnait l'impression de la mener vers quelque chose qui risquait de la briser. Elle se glissa par la porte latérale de l'église, le cœur battant. L'odeur de l'encens et des fleurs fraîches la frappa comme un souvenir. Elle n'avait pas prévu de se tenir juste derrière le pilier de marbre, mais ses pieds avancèrent d'eux-mêmes. L'orgue se mit à jouer. Son souffle s'arrêta. Et il était là, Corbin, debout devant l'autel, dans un smoking qu'elle ne reconnaissait pas, l'air nerveux, se mordant la mâchoire de cette vieille façon familière. Pas à Denver. Pas au travail. Juste là, à l'hôtel. Et puis la mariée apparut, ses longs cheveux noirs, sa peau mate, sa démarche gracieuse. C'était Elcha, la meilleure amie de Finlay depuis l'âge de 9 ans. Les genoux de Finlay menaçaient de céder tandis que les mots, chèrement aimés, résonnaient sur les murs de pierre. La voix du prêtre se transforma en un bruit de fond. Son regard se fixa sur Corbin, son mari, et Elcha, sa meilleure amie, debout à l'autel, les doigts entrelacés comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils souriaient. Reynolds. Comme deux personnes follement amoureuses. Comme deux personnes qui ne venaient pas de détruire son monde. Le cœur de Finlay s'emballa. Mais son corps resta figé derrière le pilier de marbre. 7 ans. Voilà combien de temps elle et Corbin étaient mariés. 7 ans d'anniversaire, de brunch du dimanche, de voyage d'affaires et de rire. 7 ans bâtis sur des mensonges, réalisa-t-elle. Elle ne se souvenait pas comment elle avait quitté l'église. Elle ne se souvenait pas du trajet de retour. Mais elle se souvenait d'être assise dans la cuisine design que Corbin avait insisté pour rénover l'année dernière. Ses doigts s'enroulèrent autour d'un verre de ce scotch coûteux qui ne sortait que pour les grandes occasions. Le coucher de soleil, dehors, était magnifique et cruel. Un autre message vibra sur son téléphone. Même numéro inconnu. Maintenant tu sais. Que vas-tu faire? Finlay rit, mais ça ne lui ressemblait pas. Le son était aigu, brisé, inconnu. Puis elle ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts effleurèrent les touches. « Chère Lorna, j'espère que ce courriel te trouve en bonne santé. Je pensais à organiser cette réunion de famille dont tu parlais toujours. Parce que Finlay n'allait pas pleurer. Pas ce soir. Elle n'allait ni crier ni appeler l'un ni l'autre. Elle allait planifier. Car la trahison ne se résumait pas au moment où le couteau s'enfonçait. Elle résidait dans le sourire qui l'avait précédé. Dans le mensonge qui avait suivi. Et Corbin. Il avait toujours été un excellent menteur. Mais elle aussi. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage. Corbin était rentré à la maison comme si tout était normal. Comme s'il n'avait pas marché jusqu'à l'hôtel avec le meilleur ami de Finlay, dans une église où il avait jadis promis de l'aimer pour toujours. Ce soir-là, il entra dans leur chambre avec 2 assiettes de plats chinois à emporter. « On pourrait faire un dîner rétro », dit-il en posant les assiettes sur la table de nuit. Tu te souviens quand on commandait à emporter avec Elcha tous les vendredis? Finlay ne leva pas les yeux de l'album photo posé sur ses genoux. Sa voix était ferme, mais glaciale. Je l'ai vue il y a 3 jours. Elle avait l'air en forme. Rayonnant, même. Les baguettes de Corbin se figèrent en plein vol. Il cligna rapidement des yeux, se remettant trop vite. « De quoi parles-tu » demanda-t-il. Finlay ne répondit pas. Elle laissa tomber l'album par terre avec un bruit sourd, puis se leva. « Tu sais de quoi je parle » dit-elle. « J'étais à Saint-Gilles. » L'air changea. Son masque charmant glissa l'espace d'une fraction de seconde, remplacé par une lueur d'autre chose. Froid, calculateur. Comme tu veux. Ne m'insulte pas avec tes dénégations, rétorqua-t-elle. Je t'ai vu l'épouser. Le smoking était joli, au fait. Plus chic que celui que tu portais pour moi. Il ouvrit la bouche,
mais elle le coupa. Quand est-ce que ça a commencé? Étais-je l'échauffement ou le leur? Corbin se prit les cheveux dans ses mains, une habitude nerveuse dont il ne parvenait pas à se défaire. C'est compliqué. Non, c'est cruel, dit Finlay. Mais ne t'inquiète pas, j'ai été occupé aussi. Elle se dirigea vers la commode et en sortit une épaisse enveloppe. Tu aurais dû choisir un mot de passe plus fort que celui de notre anniversaire. Corbin fixa les documents que Finlay avait posés sur le lit. Relevé bancaire, titre de propriété, email. Son visage pâlit en les parcourant. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il. « Tu m'as donné procuration l'année dernière, alors que tu étais trop occupé pour gérer notre succession, » répondit-elle froidement. « Tu t'en souviens? Probablement pas, puisque tu préparais un second mariage. » Il s'avança vers elle, mais elle recula et souleva le dernier document. Une procuration officielle, signée et notariée. « Je suis propriétaire de tout maintenant, » dit-elle. « Chaque compte, chaque maison. Même la voiture que tu as conduite au mariage d'Elcha. » La voix de Corbin tremblait. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est. Elcha était-elle au courant depuis le début? Étais-je juste un remplaçant? » Il s'est ôte. Elle n'avait pas besoin de ses réponses. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. « Chorch, dit Finlay. C'est ma maison maintenant. » « C'est notre maison, argumenta-t-il. Plus maintenant. » Elle brandit à nouveau le document. « Tu l'as signé. » Il resta là un moment encore, la mâchoire serrée, avant d'attraper son manteau. Il partit sans un mot. Finlay resta immobile. Écoutant l'écho de la porte se refermer derrière lui. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il la connaissait suffisamment pour comprendre. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le lendemain, Finlay s'assit en face d'Elcha, dans le coin du café qu'il fréquentait à l'université. Ce même café où ils s'étaient jurés de toujours se soutenir mutuellement. Elcha avait l'air nerveuse, son alliance. Le même modèle que celle de Finlay. Elle brillait sous la lumière du café. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit Elcha. « C'est drôle, » répondit Finlay en fixant son café noir. « Je ne pensais pas que tu épouserais mon mari, » tressaillit Elcha. « Ce n'était pas comme ça. » Finlay sortit quelques feuilles pliées et les fit glisser sur la table. « Tu ne savais pas pour le fonds fiduciaire, n'est-ce pas? Elcha Franca les sourcils. » Quel fonds fiduciaire? Finlay a puisé dans le papier. 3 millions. Mis de côté par la mère de Corbin pour les petits-enfants qu'elle désirait tant. Je suppose que je n'ai pas été assez rapide. Elcha a parcouru les documents, les mains tremblantes. Il m'a dit que le mariage était pour des raisons d'héritage, que ce n'était pas réel. Le rire de Finlay était sec. T'a-t-il dit que j'étais froide, obsédée par ma carrière, que je ne le comprenais pas? Elcha leva lentement les yeux. Il a dit exactement ça. Parce que j'ai lu ses messages à sa mère, dit Finlay d'un ton neutre. Il s'est joué de nous deux. Et j'ai passé la semaine dernière à démasquer chacun de ses mauvais coups. Le serveur s'est approché de leur table, mais les deux femmes lui ont fait signe de partir d'un même geste. La voix d'Elcha n'était plus qu'un murmure. Il y a plus, n'est-ce pas? Finlay hocha la tête et fouilla dans la poche de son manteau. Elle posa une petite clé USB sur la table. Chaque conversation, chaque investissement immobilier, chaque société écran. Corbin a utilisé les relations immobilières de votre famille pour blanchir de l'argent grâce à de fausses participations. Tu l'as aidé sans le savoir. Elcha cligna des yeux. De quoi parles-tu? Tu te souviens du stage qu'il t'a aidé à obtenir dans l'entreprise de ta mère? Celui qui a finalement convaincu Grace de lui faire confiance. Elcha hocha lentement la tête. Regardez ça. Finlay déplia un autre document et tapota le bas. Transfert de propriété. Signé par ta mère. Vendu à la moitié de sa valeur marchande. Devinez qui l'a notarié? Elcha se pencha, les yeux écarquillés. C'est ma signature. Tu pensais que c'était juste de la paperasse, dit Finlay. Corbin t'a dit que c'était pour l'entraînement, n'est-ce pas? Elcha se couvrit la bouche de la main. Il s'est servi de moi. Il s'est servi de nous deux, corrigea Finlay. Mais la différence, c'est que je l'ai compris avant qu'il ne puisse tout prendre. Elcha leva les yeux vers elle, le regard rempli d'émotion. Qu'est-ce que tu vas faire? Finlay Soden son regard sans sourciller. Mauvaise question, dit-elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Elcha baissa de nouveau les yeux vers la clé USB. Comme si elle allait exploser dans sa main. Tu veux que je t'aide à le faire tomber? Je veux que justice soit faite, répondit Finlay. Et j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse l'agencement de l'entreprise de Grace.
parce qu'il utilise aussi ses ressources. Elche de glutted difficilement. Si on fait ça, on risque de tout brûler. L'entreprise de ma mère, les fonds fiduciaires. Tout. Finlay hocha la tête. C'est pourquoi nous le faisons avec prudence. Strategiquement. Avec précision. Sans dommages collatéraux. Et si je dis non? Demanda Elsa. Puis j'arrive à cette réunion dont Laura a toujours rêvé et je balance ça à tout le monde comme une bombe. Et je le fais seul. Elsa est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle tendit la main et enroula ses doigts autour de la clé USB. Quand est-ce qu'on commence? Finlay sourit pour la première fois depuis des jours. Nous l'avions déjà fait. Ce soir-là, Finlay se tenait dans sa cuisine, les yeux fixés sur 3 bouteilles de vin vides posées sur le comptoir. Les documents du bureau de Corbin s'étalaient devant elle. Son téléphone vibra de nouveau. Encore un message du brûleur. Poser des questions à Laura sur les comptes offshore. Elle était plongée dans quelque chose de plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais elle n'était plus seule. Elle n'avait plus peur. Quand la sonnette retentit à 3h12, Finlay faillit ne pas répondre. Mais soudain, la serrure claqua. Et une seule autre personne avait la clé, à part Corbin. Jésus Élie, murmura Michael en entrant. Elle s'imprégnait du fouillis de papier, de vin et d'ordinateurs portables ouverts. Son frère aîné, l'œil vif et toujours sur les nerfs. « Quand as-tu dormi pour la dernière fois ?» Finlay lui fit signe de s'approcher de la table. « Tu sais que le père de Corbin n'est pas mort dans un accident de chasse ?» Michael est resté figé. « Quoi ?» J'ai trouvé une coupure de journal enfouie dans les dossiers de Laura. Il s'avère qu'il a découvert que Corbin et Laura détournaient des fonds de son entreprise. Il allait le signaler. Michael S. Asset, stop fate. Tu es sûr? Certainement, dit Finlay en lui tendant d'autres documents. Je crois que William Mitchell, le père de Corbin, a essayé de les dénoncer. Et ils l'ont fait taire. La voix de Michael s'est éteinte. Vous dites qu'ils l'ont tué? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas qu'un accident tragique. Finlay a tapoté une lettre de suicide imprimée. C'est le message qu'il a écrit. Il était prévu de l'envoyer par courriel. Mais il n'a jamais été envoyé. Qui t'a donné ça? Le même numéro anonyme qui a déclenché tout ça. Michael se pencha en avant, la voix basse. Tu t'enfonces, fin? Trop. C'est ça le problème, répondit-elle. Je suis déjà dedans. Et si je me retire maintenant, il gagne. Encore une fois. Michael se leva, attrapa une bouteille de vin sur le comptoir et la jeta délicatement à la poubelle. Et maintenant, tu vas tout faire exploser à la réunion. Finlay hésita. C'était le plan. Mais j'ai commencé à regarder qui serait blessé. Les enfants, les employés de Grèce, les personnes qui dépendent de ces fonds fiduciaires. Certains ont besoin de soins médicaux, de frais de scolarité. Le ton de Michael s'adoucit. Tu n'es pas comme eux? Fin. Tu n'es pas comme Laura ou Corbin. Tu t'en soucies. Et moi? Demanda-t-elle en faisant les 100 pas. Où est-ce que j'utilise ça comme excuse pour gagner du temps? Michael tendit la main et lui attrapa le poignet. Tu ne complotes pas de vengeance. On essaie d'empêcher que les gens soient blessés. Mais ça fera du mal quoi qu'il arrive. Alors, on le fait intelligemment, a-t-il dit. Legal. Propre. Comme William a essayé de le faire. Laissez-moi appeler quelqu'un. Un expert en fraude financière. Nous vous expliquerons tout cela étape par étape. Son téléphone a encore vibré. Cette fois, interroge Laura sur les comptes offshore. Finlay regarda le message. Puis Michael. Ok, dit-elle doucement. Finissons ce que William a commencé. Mais faisons-le bien. Le bureau de James Harrison était élégant, coûteux et froid. Le genre d'endroit où les secrets étaient classés dans des dossiers en papier craft et discrètement détruits. Il se pencha au-dessus de la table, feuilletant les preuves que Finlay et Michael avaient rassemblées. C'est grave, dit-il finalement. Comptes offshore, fausses transactions immobilières, signatures falsifiées. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation? Répondit Finlay. Nous avons essayé de trouver un moyen de nous en sortir sans détruire ceux qui ne méritent pas d'être victimes collatérales. James a sorti une liste. Ces noms sont ceux des bénéficiaires de la fiducie. Enfants, étudiants, patients atteints de cancer. Si vous dénoncez la fraude, les fonds s'effondrent. Combien de personnes seraient touchées? Demanda-t-elle directement. 30 à 40. Indirectement. Des centaines. Finlay se dirigeait vers la fenêtre. Boston s'étendait sous elle, scintillante et indifférente. Il faut trouver un moyen de séparer les innocents des coupables. Cela prend du temps, a déclaré James. Des semaines.
Peut-être des mois. La voix de Michael l'interrompit. On n'a pas de mois. Grace pose des questions. Elsha lui a dit quelque chose et elle commence à creuser. Si elle confronte Laura, dit Finlay. Nous perdons notre influence. Puis la porte du bureau s'est ouverte. Et Laura Mitchell est entrée. Laura se tenait sur le seuil comme si le monde lui appartenait. Son manteau noir ruisselait encore de pluie. « J'aurais dû me douter que tu irais voir Michael, » dit-elle en refermant la porte derrière elle. « Elle te l'a dit, James? Combien de vies est-elle prête à ruiner pour son petit chagrin d'amour? » Finlay resta silencieux, l'observant. Michael s'avança pour bloquer l'approche de Laura. Elle l'ignora. « Tu te prends pour un héros, Finlay? » William le pensait aussi. Regarde où ça la menait. Le silence retomba dans la salle. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » demanda Finlay. Le sourire de Laura s'éclaircit. William essaya d'arranger les choses. Il a essayé de protéger les bénéficiaires, comme vous le prévoyez. Mais il n'a pas compris à quel point tout cela est délicat. Vous commencez à arracher un fil et toute la toile s'effondre. Finlay serre les poings. Vous admettez l'avoir manipulé. Je dis qu'il a fait un choix, dit Laura calmement. Et toi aussi. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe. C'est une alternative. Rupture Netty. Pas d'explosion. Juste un accord généreux. Vous vous en allez. Nous sommes tous gagnants. Accepte la justice, murmura Michael. Demande à ta sœur ce qu'elle veut vraiment, dit Laura, les yeux fixés sur Finlay. La justice ou la paix? Laura posa l'enveloppe sur le bureau et se retourna pour partir. Tu as jusqu'à ce que Grace ait fini de lire ses documents de propriété, dit-elle par-dessus son épaule. Après ça, tout s'écroule. La porte s'y referme derrière elle. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Finlay fixa l'enveloppe. Son téléphone vibra à nouveau. Appels de Grace. Messages d'Elsha. James tapota la liste des noms. Si tu continues, on ne peut pas contrôler le résultat. Tu vas tout révéler. Mais tu vas aussi détruire beaucoup de gens qui n'ont rien choisi de tout ça. Finlay se frotta les tempes. Et si elle avait raison? Et si essayer d'arranger les choses ne faisait qu'empirer les choses? Elle te manipule, dit Michael. C'est ce qu'elle fait. Peut-être. Mais je dois quand même parler à Elsha avant de prendre une décision. On a commencé ça ensemble. James acquiesca. Ne tarde pas trop. Une fois que Grace agit, impossible de remettre le génie dans la bouteille. Finlay a empoché l'enveloppe. On ne se bat pas seulement contre Corbin et Laura. Nous luttons contre des décennies de dissimulation, de secrets et de mensonges. Alors, mieux vaut être prêt, a déclaré Michael. Parce qu'ils ne tomberont pas sans bruit. Le domaine Mitchell était illuminé comme un château de contes de fées. Le genre de demeure majestueuse qui impressionne. À l'intérieur, les serveurs balançaient des plateaux de champagne tandis que les invités riaient. Ignorant qu'il se trouvait au point zéro, Michael regarda sa montre. Une fois que nous aurons commencé, personne ne partira avant que la vérité ne soit révélée. Finlay ajusta sa robe noire, sentant le poids de l'enveloppe scellée de Laura contre ses côtes. Tout le monde est en place. James a des gens à chaque sortie. Elsha est déjà à l'intérieur avec Grace. Et Corbin? Près de la porte d'entrée, il surveille tous ceux qui entrent. Parfait, dit Finlay. Ils entrèrent par l'arrière-cuisine. Un serveur faillit la bousculer. Mais Finlay continuait d'avancer. Corbin la repéra presque immédiatement. Fin, dit-il, choqué. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne raterai pas ça, dit-elle doucement. La voix de Laura résonna dans le hall principal. Tout le monde, rassemblez-vous pour un toast. Les invités se dirigèrent vers la grande salle. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête. Grace se tenait devant, confuse mais calme. Finlay prit une grande inspiration et s'avança. En fait, elle le dit clairement. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Corbin s'avança vers elle, mais Michael le coupa. Elsha rejoignit Grace près du front. L'expression de Laura vacilla. Finlay, prévint-elle. Réfléchis bien. Finlay souleva l'enveloppe que Laura lui avait donnée. Je l'ai fait. Pendant des semaines, elle s'est tournée vers la foule. Cette famille cache quelque chose. Beaucoup de choses, en fait. Mon mari, Corbin, s'est récemment marié avec quelqu'un d'autre alors qu'il était encore marié avec moi. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle ouvrit la mallette que Michael lui tendit, révélant des dossiers et des documents imprimés. Ils détournent des fonds, falsifient des documents et détruisent des vies depuis des décennies.
William Mitchell a tenté d'y mettre un terme. I'll rest silence here. Grace Pallet. Quoi? C'est sa lettre de suicide originale, dit Finlay en la bras. Descente. Il avait prévu de tout révéler lors de sa propre fête d'anniversaire. Il allait exposer Laura et Corbin. Mais il n'en a pas eu l'occasion. Laura fit un pas en avant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Oh, si, répondit Finlay. Mais la question, sais-tu ce que tu as fait? Elle regarda les enfants accrochés à leurs parents, les visages qui méritaient mieux. Puis elle gratta une allumette et la jeta dans la mallette. Le feu consuma d'abord l'enveloppe de Laura. Le système d'arrosage s'est mis en marche, poussant les invités à crier et à se mettre à l'abri. Dans le chaos, le sourire triomphant de Laura s'est transformé en confusion lorsque Finlay a sorti son téléphone et a appuyé sur « Envoyer ». « Que as-tu fait » a demandé Laura. « Ce sont des copies » répondit Finlay. Les originaux ont été envoyés au FBI il y a 1 heure. Les gyrophares de la police clignotaient aux fenêtres. « Tu as tout planifié » souffla Laura. « À chaque instant. » Tout comme William, dit Finlay. Mais cette fois, ça a marché. Les agents sont intervenus rapidement, ont sécurisé les documents et ont escorté les invités hors de la pièce. Michael a fait signe à Corbin. Il essaie de s'enfuir. Laisse-le faire, dit Finlay. C'est trop tard maintenant. Corbin fut intercepté à la porte. Not sans resistance. Grace se tourna vers Laura, le visage trahi. Tu as tué William, murmura-t-elle, pour protéger ton empire. Ce n'est pas vrai. S'écria Laura. Je l'aimais. Tu t'es servi de lui, dit Finlay. Comme tu t'es servi de nous tous. Elcha s'avança, la voix calme mais ferme. Et maintenant, c'est fini. Laura s'affala sur une chaise tandis que la police approchait. Finlay la regardait, se souvenant du poids des mensonges. De la douleur. De la trahison. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Lorsque les derniers invités furent escortés dehors et que la propriété Mitchell se retrouva ruisselante sous les gicleurs et les lumières de la police, l'héritage des mensonges avait enfin été dévoilé. Laura était assise, menottée, à l'îlot central de la cuisine. Son chemisier de créateur était trempé, son maquillage maculé. Finlay se tenait en face d'elle, une tasse de café noir chaud à la main. La pièce était silencieuse, à l'exception des murmures occasionnels provenant des cartons de preuves catalogués par les officiers. « Tu as tout détruit, » dit Laura avec amertume. « Tu crois vraiment que William aurait voulu ça ?» Finlay plaça une photo décolorée entre eux. « Je crois qu'il le voulait vraiment. Il a essayé avant que tu ne l'en empêches. » Laura regarda la photo, William souriant à côté d'une femme qui n'était pas elle. La même femme dont Finlay avait découvert l'identité quelques jours plus tôt. Il a découvert, n'est-ce pas? Demanda Finlay, que Ryan Corbin n'était pas son fils biologique. Le silence de Laura lui a suffi. Il allait tout révéler. Sa liaison avec ta rivale, l'enfant que tu as fait passer pour le sien, ton blanchiment d'argent, et tu ne pouvais pas laisser ça arriver. La voix de Laura se brisa. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Corbin. Pour cette famille. Non, dit Finlay d'un ton ferme. Tout ce que vous faisiez, c'était pour contrôler la situation. Dehors, Corbin était embarqué dans une voiture de police séparée. Il baissait la tête. Ce n'était plus l'homme raffiné qui autrefois éblouissait les salles de réunion et charmait ses amis. Finlay l'observait depuis le porche, les bras croisés. Elcha se tenait à ses côtés, silencieuse. Il ne nous a jamais aimés, dit finalement Elcha. Peut-être pas, répondit Finlay. Mais il avait besoin de nous. Et il s'est servi de nous. Crois-tu qu'on arrêtera un jour de se culpabiliser? Finlay se tourna vers elle, le regard doux. Finalement. Mais d'abord, on se pardonne. Ensuite, on reconstruit. Michael les rejoignit, l'air fatigué mais satisfait. Le FBI a tout. Le procès avancera vite. Grace leur a déjà donné plus de dossiers. Et les fonds fiduciaires? Demanda Elsa. James a obtenu du tribunal qu'il sépare les comptes propres des comptes frauduleux, dit Michael. Les enfants sont en sécurité. Finances universitaires, frais médicaux. Tout est protégé. Finlay laissa échapper un long soupir. Alors c'est fini. Pas fini, dit Michael en regardant l'horizon rougeoyant. Mais ça a commencé. Pour de vrai, cette fois. 2 semaines plus tard, Finlay se tenait dans sa cuisine silencieuse. La dernière boîte non ouverte du bureau de Corbin était posée sur son comptoir. Elle détacha lentement la bande, s'attendant à d'autres secrets. Mais elle trouva une vieille caméra vidéo. Celle qu'ils utilisaient un été avant l'université.
Une époque où les rêves semblaient encore réels et où les trahisons n'avaient pas encore trouvé leur place. L'écran clignota lorsqu'elle le connecta à son ordinateur portable. Elsha arriva quelques instants plus tard, tenant son propre appareil photo. « J'ai trouvé le mien, dit-elle, dans le grenier de graisse. » Ils ont posé les deux appareils sur le comptoir. « On regarde ?» demanda Elsha. « Pas encore, dit Finlay. Peut-être jamais. » Dehors, les feuilles dorées de l'automne dansaient sur la pelouse où trois amis s'étaient promis. La sonnette de Grace retentit. Elle entra avec une grande enveloppe, un sourire hésitant sur son visage. « Je veux reconstruire, dit-elle, avec vous deux. Si vous voulez bien m'aider. » Finlay et Elsha échangèrent un regard. « Plus de secrets, demanda Elsha. « Juste des projets, répondit Grace. Ils s'assirent autour de la table de la cuisine, des papiers éparpillés entre eux. Pas de faux documents ni de plans cette fois, mais de nouveaux départs. Une restructuration de l'entreprise de Grace, axée sur la transparence, l'éthique et la restauration. Le conseil d'administration est nerveux, a admis Grace. Mais ils nous suivront si nous agissons avec force. Nous les aiderons, a déclaré Finlay. Mais cela prendra du temps. J'ai le temps, dit Grace avec un petit sourire. Les caméras étaient toujours posées sur le comptoir, intactes. Peut-être un jour, dit Finlay en hochant la tête. Mais pour l'instant, je préfère construire quelque chose de nouveau plutôt que revivre quelque chose d'ancien. Elsha tendit la main par-dessus la table et la serra. Direction l'avenir, alors. À la vérité, ajouta Grace. Finlay Surratt. À la liberté. Des mois plus tard, les gros titres se lisaient comme un roman. La fraude de Michei révélée. Des décennies de mensonges démantelés. Mais aucun des articles ne reflétait la paix tranquille qui avait enfin réapparu dans la vie de Finlay. Elle avait emménagé dans un modeste appartement avec vue sur le port. Fini les plans de travail en marbre. Plus de meubles design. Mais c'était le sien. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait un vieil appareil photo. Toujours poussiéreuse, toujours sans surveillance. Son téléphone vibra. Un message d'Elsha. Déjeuner aujourd'hui. Grace veut nous montrer les plans du nouveau centre communautaire. Finlay a répondu, soyez là. Elle jeta un dernier regard à la mer, calme et infinie. Dans un autre quartier de la ville, Corbin et Laura attendaient leur condamnation. Mais Finlay ne pensait pas à eux. Elle réfléchissait à ce que signifiait prendre un nouveau départ. S'en aller, non pas vaincu, mais victorieux. Le genre de victoire qui ne s'accompagne pas d'applaudissements, mais de clarté. Avec la paix. Avec la satisfaction tranquille de savoir que tu n'as pas seulement survécu à l'incendie. Tu es devenu la cause de son extinction. En verrouillant la porte derrière elle, Finlay sourit intérieurement. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de ne plus jamais en avoir besoin.